Shalom à toutes et à tous. On est très content de te retrouver avec le docteur Michael Gross et on veut parler de la paracha de Korach. Ça passe vite et voilà, toujours avec le Ben Israël, Bechavon Michael. Oui, Toda Rabba Yohan. Effectivement, tu n'as pas dit le titre de la... Non, tu vas nous le dire. Le titre pose en fait une question, c'est comment se relater aux Rechaïm. Je ne sais pas si vous connaissez des Rechaïm. C'est pas facile. Moi, j'en ai pas dans mon entourage, il n'y a pas de Rechaïm. Alors, c'est relativement plus facile, mais quand tu as un rachat en face de soi, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'il faut réagir? Et c'est pas facile, parce que d'un côté, c'est exaspérant, son comportement est inacceptable, et d'un autre côté, on ne veut pas ni frustrer, ni repousser, et on considère que tout ceux qui nous entourent, on veut être en bon accord avec lui, il fait partie du peuple juif, etc. Et donc, il y a toujours une espèce de dilemme, mais à savoir qu'est-ce que ça veut dire être rachat. Qui c'est qui est rachat? Alors aussi, c'est pas évident. Comment définir un rachat, à savoir même, il n'a pas besoin de définir, mais des fois il se présente de telle manière qu'il n'y a pas de doute. C'est un rachat, il fait du mal aux gens, et c'est pas seulement qu'il nous énerve personnellement, mais il a un comportement inacceptable par rapport à la société d'abord. Il casse tout, il s'énerve, il est colérique, il bat son entourage, sa femme, ses enfants, etc. Et toutes les fois qu'on lui fait une remarque, il la repousse et il renvoie la responsabilité sur les autres. En fait, c'est un rachat. Et en plus, il n'accomplit pas les mitzvot que nous considérons comme importantes, disons Shabbat. Alors évidemment, quand on habite un immeuble et tout, il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas, mais ouvrir la radio à plein volume justement le vendredi soir, alors on lui fait la remarque et lui, il s'en fout. Et de la même manière qu'il garde sa voiture toujours là où il ne faut pas, et il jette la poubelle toujours de travers, et tout ce qu'on lui a fait, ça c'est un rachat, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement se comporte d'une manière associable, et pire que ça, il déclare en fait qu'il est contre toutes les mitzvot de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait avec un genre, quelqu'un de ce genre-là? Comment on se relate avec ces genres de personnes? Mais la halakha a ses manières et a son comportement. Maintenant, ça dépend évidemment du contexte social dans lequel on se trouve. Et si on commence par la paracha, alors le mot rechaim dans la Torah est employé justement dans notre paracha. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on n'a pas donné la main. Johan, il est parti. Oh là là. Non, je suis là. Prends ma main. Alors donne-moi la possibilité. Non, c'est pas encore. Ça y est. Maintenant, ça va? Oui, très bien. Alors, on va faire monter le passouk en question. Le voici. Voilà, on va agrandir un peu. Vous voyez, Ha'anashim Resha'im Ele. Et on n'a pas d'autres personnages dans la Torah, en tous les cas, qu'on appelle Reshaim. Peut-être aussi à une allusion à propos des Mitzrim, des Égyptiens. Il y a Chataim Veraim à propos des gens de Sodome. Anashim Reshaim, et c'est traduit en français, c'est pervers. Je crois que le mot rachat est plus fort, surtout quand on connaît le contexte. Il s'agit de ceux qui sont révoltés contre Moshe, Datan et Aviram,
Et ce n'est pas au début de la paracha, parce qu'au début de la paracha, comme on l'a déjà vu, je crois, il y a 2 ans, Moshe Rabbeinu est plutôt ouvert à leurs revendications et dit, bon, d'accord, on va faire une épreuve pour voir qui c'est qui effectivement a été choisi. Est-ce que c'est Aaron? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Alors, on va faire un test. On va vérifier. Et il accepte, il essaie de les convaincre, il essaie de se rapprocher, il les appelle, il les convoque. Et il y a toute une démarche pour atténuer la révolte. Et ça, c'est la première chose. Mais par la suite, il appelle, il veut voir Dathan et Aviram, il veut leur parler, et eux, ils disent, non, jamais de la vie, on ne va pas. L'on a allé, on va pas parler avec Moshe, on n'a rien à lui dire. Il nous a fait sortir d'un pays où coulait le lait et le miel, il nous a amenés dans un désert où il n'y a rien. Ça suffit, il se prend comme notre chef, il se nomme comme dirigeant, on n'a pas l'on a allé, on n'y va pas. Et ça, Vayichar Moshe Meod, Moshe s'énerve, on peut dire. Peut-être même personnellement, c'est pas évident, mais en tout cas, la situation est absolument inacceptable. Et à ce moment-là, et encore, Akadosh Baruch Hu dit, bon, ben, on va les punir, ces gens-là, et éloignez-vous de toute la Eda, de tout ce groupe-là, éloignez-vous parce que je vais frapper. Et à ce moment-là, on a ce pasouk qui est là marqué plus bas, là, Vaïplou al Penehem, il s'agit de Moshe et Aaron qui tombèrent sur leur face, et ils implorent l'Éternel et il lui dit El Elohé Aruchot le Kol Basar, Dieu des esprits de toute chair. Aish Echad Yichtav al Kol Haeda Tiktsof, un seul homme aura péché et tu t'irriterais contre toute la communauté entière. Et c'est impossible, c'est un peu comme la réaction qu'avait Abraham à propos de Sodome. Pourquoi punir toute la ville? Il y a peut-être des tzadikim. Là, c'est en fait différent. Il y a un qui est rachat, bon, alors il faut le frapper, mais tout son entourage n'a rien fait. Et il y a pas, autrement dit, Moshe a encore à ce moment-là de la sympathie et de l'acceptation et la volonté de protéger ceux qui ne sont pas vraiment des Rechaïm. Pour les Rechaïm, effectivement, il accepte le verdict et dit éloignez-vous, retirez-vous, c'est ce qui est marqué ici, éloignez-vous, ne touchez pas à tout ce qu'ils ont, Al-Tigou bechol asher lahem, ne touchez à rien ce qui leur appartient, et d'après les commentateurs, c'est-à-dire n'essayez pas, ils vont bientôt mourir et tomber, alors Moshe a peur qu'il y a des gens qui vont profiter et rentrer dans leur tente, puisque eux ils vont mourir. Ben, au moins qu'on préserve leurs biens et qu'on s'accapare ce qu'ils ont. Dit non, ne touchez à rien, parce que c'est tout ça, c'est l'anathème. Et si vous vous rapprochez, eh ben, vous risquerez de périr avec eux. Donc, ne profitez rien de ce qu'ils ont. Ils sont éloignés, en fait, du groupe dans lequel ils appartiennent, le peuple d'Israël. Ils sont mis au banc de la société automatiquement. Et finalement, on sait qu'ils vont tomber sous terre et vont être engloutis. Et là, Moshe accepte cette situation-là absolument avant qu'elle arrive et pendant et après. D'ailleurs, Moshe n'est pas quelqu'un qui, hésite lorsqu'il y a besoin de sévir. On l'a vu à propos du Cheta Egel et on le voit aussi ailleurs. Mais parallèlement au fait qu'il faut punir les Rechaïm, il implore pour ceux qui ne sont pas Rechaïm. Et il fait donc une distinction très nette entre les deux. Et donc, et même lorsqu'il y a des Rechaïm, des fois, il implore à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ne soit pas puni. Par exemple, à propos de ce qu'on a vu la semaine dernière, des Meraglim. Et à propos aussi
du Chet HaEgel, à propos du veau d'or. Et encore dans d'autres occasions, Moshe est un protecteur. Il prend sur lui la défense du peuple, parallèlement au fait que s'il y a des gens qui méritent d'être punis, eh bien, ils sont punis même de la peine capitale. Et notre paracha est un peu entre les deux. Et d'ailleurs, par la suite, il y a l'épisode comment on appelle ça, des martotes, des ustensiles qui étaient pour amener l'encens au Mishkan, qui vont être conservés comme signe. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être trop au rachat, si on peut dire, ou trop révolté et contre Moshe. Faites attention et on garde en souvenir ces ustensiles-là, ces martotes, ces pelles qui ont servi aux encens. Et également le bâton qui a fleuri sera aussi conservé pour bien faire la distinction entre ceux qui méritent la peine capitale et ceux qui finalement doivent être protégés. Ils peuvent faire teshuva ou même éviter les erreurs. Donc, ça, c'est ce que nous avons dans la paracha. Dans toutes les générations, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans la communauté avec ceux qui ne sont ouvertement, ne conservent pas, ne suivent pas les lois de la Torah, qu'on les appelle Rechaïm ou qu'on les appelle autrement. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment est-ce qu'il faut les repousser? Il faut essayer de les rattraper, comment est-ce qu'il faut se comporter? Et évidemment, comme toujours, il y en a qui se dégagent et essaient de créer une communauté où tout le monde sont des tzadikim, tout le monde est en conforme à la règle. Il y en a qui ont même fixé des normes très précises, qui c'est qui appartient à la communauté et qui c'est qui ne n'y appartient pas. Et il y a des cercles qui ont été très fermés. Il y en a qui sont plus ouverts et qui font moins attention à cela. Ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que le Rav Yosef Chaim de Bagdad a réagi à cette question-là, et peut-être on peut apprendre là-dessus quelques données également pour notre situation. Nous, bien que, évidemment, c'est toujours dans un contexte historique un peu différent, et les choses, c'est pas facile de faire le lien. Mais voyons ce qu'il dit. Je récolté 1, 2, 3, 4, 5 sources à propos de cela. Et je crois qu'il a une démarche un peu spéciale et qui demande amène à réflexion. Voilà le premier texte qui nous donne le principe de base qu'on a déjà d'ailleurs eu l'occasion de voir, pas dans ce texte-là, dans un texte parallèle, mais le principe reste le même. Et voilà ce qu'il nous dit, on peut le lire en hébreu. Kol ma sheyaseh Adam hen betov hen le'efer. Tout ce que peut faire un homme, que ce soit quelque chose de bien ou le contraire, en guf ha'maaseh ikar, ela ha'ikar hu ma she'alev mechaven vechoshev ba. C'est-à-dire, et peut-être il aurait dû dire beau, c'est-à-dire dans le maaseh. En tous les cas, ce qu'il nous dit ici, c'est que quand on veut considérer une action, un acte que fait quelqu'un à Adam, est-ce que ce soit un acte positif ou négatif, ce n'est l'essentiel, Ikar, l'essentiel n'est pas l'acte en soi, Goufa Maaseh, ce qu'il a fait. L'important, l'essentiel, c'est Ma Shehalev Mechaven. Quelle était son intention? Quelle était sa pensée? Quelle était sa motivation à ce qu'il a fait? Ne juge pas, en fait, dans cette phrase-là, nous dit le Rav, l'action en soi, mais la motivation qui a poussé cet homme à le faire. Et il précise, et là il y a une phrase assez forte, de im guf ha'maaseh mitzvah gmura. Si ce qu'il a fait, effectivement, c'est une mitzvah, il n'y a pas, il y a pas à redire. C'est mitzvah gmura.
והכוונה שבלב אינה טובה. Mais sa motivation, son aspiration n'était pas bonne. Il l'a fait pour se montrer, il l'a fait pour gagner quelque chose d'intérêt. Cette mitzvah Gemora est considérée comme un acte repoussé, et même dégoûtant, on peut dire maous, devant l'Éternel. Parce que ce que veut Akadosh Baruch Hu, selon le Rav Yosef Chaim, c'est pas tellement l'acte comme la volonté et l'intention de la personne, qu'est-ce qu'il pense, à quoi il pense quand il fait cet acte-là, qu'est-ce qui l'a poussé à faire. Vihim est le contraire, qui est encore plus étonnant. Im guf ha'maaseh hu isur, si l'acte est un interdit, והכוונה שהיה לו במעשה ההוא היא טובה ונכונה. Mais il avait une bonne intention. Il a peut-être fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, mais il était bien intentionné. Il voulait faire du bien. C'est ce il veut faire le bien, mais il sait pas la différence entre le bien et le mal, ou bien il pense que ce qu'il fait, c'est quelque chose de positif. Nous considérons que c'est négatif. Mais lui, il avait Kavana Tova, il avait une bonne pensée, une bonne volonté. Cet acte-là, finalement, est accepté devant le trône suprême, Venoten Sachar le Adam Ba'avoron, et cet homme-là recevra finalement un salaire va être récompensé pour l'acte qu'il a fait, alors que l'acte qu'il a fait était un interdit. Et là, il est vraiment, on peut dire, extrémiste, on peut dire le Rav Yosef Chaim, il ne broie pas ses mots. Il dit d'une manière ça c'est un principe qui a beaucoup de conséquences dans beaucoup de directions. On va en voir une concernant notre sujet, mais l'essentiel, ce n'est pas en fait l'acte, mais l'homme, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pense, à quoi il aspire, quelle sont sa volonté, qu'est-ce qui le motive. Et si sa volonté, sa motivation est positive, alors, en tout cas devant un Kadosh Baruch Hu, nous, êtres humains, on ne peut jamais savoir. C'est donc une des conséquences qui va être, c'est ce que j'ai marqué ici dans le titre suivant. Attention aux apparences, parce que si nous jugeons selon ce que nous voyons avec nos yeux de chair, alors on se trompe. On n'est pas véritablement dans la possibilité d'évaluer la chose comme il faut. Et parce que tout dépend de ce qu'il a dans son cœur, dans son fort intérieur. Et il arrive effectivement qu'il y ait des gens que l'on pense qu'ils ne devaient pas faire cela, mais cet homme-là, c'est quelqu'un de bien, il fait du bien autour de lui, et là, il fait quelque chose qu'on pense que c'est mauvais, eh bien, il faut ce qu'on appelle la dun le chav zechut, c'est-à-dire juger en connaissance de cause qu'il avait une bonne raison de le faire, ou en tout cas, la motivation était positive. Et donc, on va tout de suite voir où cette démarche-là qui met le poids essentiel sur la marchava, sur la kavana, sur la pensée et sur la motivation, et moins sur l'acte, où ça va nous amener, et dans ce contexte-là excusez, tout de suite, il dit Poché Israël. Est-ce qu'il y a des Poché Israël? Est-ce qu'on peut être poché à Israël? En fait, ça élimine tout jugement par rapport à autrui. Et voilà ce qu'il nous dit. Oui, ça c'était dans un livre qui s'appelle Od Yosef Chai. Ça c'est un autre livre qui s'appelle Tshuva Mechaim, qui sont des drachot qu'il disait al Shabbat Tshuva. Ah oui, c'est-à-dire le Shabbat qui devance Yom Kippour. Et entre autres, il dit dans sa dracha le principe suivant. Poché Israël, c'est-à-dire ceux qui n'accomplissent pas les mitzvot d'une manière générale. Afal pishem rekani min hachelek hamaaseh shel hatov hanir'eh venaaseh michutz laguf. Bien qu'ils sont vides de la partie
actif du bien, en tous les cas, dans ce qui est apparent et ce qui est fait, mais la bouche, c'est-à-dire ce qui est extériorisé. Et on voit comment ils se comportent et on dit, ceux-là, ils ne font pas les mitzvot. Ils ne respectent pas le Shabbat, ils ne mangent pas kasher, est-ce que je sais, et encore d'autres choses, il n'est pas assidu aux 3 prières de la journée, etc., etc. On a l'impression qu'il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas pris sur lui les obligations de la Torah. Alors, il nous dit à propos de ce qu'il appelle Posh'ei Israël, qu'apparemment, extérieurement, ils ne font aucune des mitzvot. Im kolze, cependant, mitzvot karimon. Ils sont, malgré l'apparence, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. On sait que dans une grenade, il y a 613 graines. Et donc, de la même manière que la grenade est pleine de graines, de la même manière, cet homme-là, il est plein de mitzvot. Où c'est les mitzvot? Eh bien, intérieurement. Rotzelomar bifnim, bechalal alev, dans son cœur, dans son fort intérieur. Mitzvot kerimod, ils sont bourrés de mitzvot. Pourquoi? Qui a marchavot shem bifnim betoch alev, akadosh metzarfam le maaseh. Et là, il y a un principe qui n'est pas entièrement égalitaire, mais qui, à propos du peuple juif, et ça c'est rapporté dans les textes beaucoup plus antérieurs que le Rav Yosef Chaim, qui est Akadosh Baruch Hu metzaref marchava tova le maaseh, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien intentionné, mais qui n'a pas eu l'occasion de faire, d'accomplir ce qu'il voulait faire, eh bien, le simple fait en soi qu'il avait une bonne volonté, ben ça compte. Ça, c'est mis dans le tas de son cheshbon, si on peut dire. Il y a des comptes des maasim tovim, maasim raïm. Alors, la bonne volonté, la bonne aspiration de faire une mitzvah ou quelque chose de bien, d'aider autrui ou quelque chose pour faire, je ne sais pas, pour le peuple juif ou pour la communauté ou même pour l'humanité. Et il a eu une bonne volonté et il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il se lève le matin et dit je vais prier, mais finalement il n'a pas prié. Mais ça compte le fait qu'il a voulu. Et le fait qu'il a voulu, ça s'ajoute aux bonnes actions qu'il a fait, bien qu'il n'a seulement voulu penser, mais pas vraiment accompli ce qu'il a pensé faire. Et c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est déjà considéré comme une mitzvah complète. Ça c'est à propos des bonnes volonté. Mais si quelqu'un se met en colère et se dit je suis là, je vais le taper, eh ben, il ne l'a pas fait. Il a seulement pensé pendant sa colère. Ça, c'est pas considéré. Et non, c'est quelque chose de passable et donc on le pèse pas véritablement. Et la logique de cela se base sur le fait que, sans doute, toute personne, en tous les cas, tous ceux qui appartiennent au peuple juif, et une bonne intention, c'est quelque chose de beaucoup plus véritable qu'une mauvaise intention. Ce qui est souvent vrai, c'est-à-dire, effectivement, d'une manière dans son fort intérieur, la majorité des gens, en tout cas que je connaisse, ils veulent faire le bien. Ils veulent faire le bien, ils ne veulent pas faire le mal. Personne ne déclare « je veux faire le mal ». Non, ils pensent qu'ils veulent faire le bien. Et donc, faire le bien, c'est quelque chose qui est inné. C'est la véritablement volonté de cet individu. Alors que faire le mal, ou faire quelque chose de mal quand il y pense, c'est accessoire, c'est passager. Ce n'est pas véritablement l'expression profonde de sa volonté. C'est parce qu'il a été énervé, c'est parce qu'il est de mauvaise humeur, c'est parce qu'on lui a fait ça et il veut se venger, ou je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, c'est toujours une réaction et pas véritablement conforme à sa volonté profonde de son être. Et donc, les bonnes pensées peuvent être ajoutées
au sac des bonnes actions, alors que les mauvaises pensées, ils sont rapidement éliminés, à moins que finalement, il est passé aux actes, alors ça c'est grave. Mais si c'est resté au niveau des pensées, ça va. Nimtza. Et donc, conclusion, Bepanim shesham hu chelek bifnim, pardon, à l'intérieur de la personne où se passent finalement les pensées de l'homme, il y a essentiellement des mitzvot et il n'y a pas d'avonot klal. Et finalement, dans le compte, quand on fait le compte, c'est que les mauvaises pensées sont éliminées, les bonnes pensées sont conservées, et donc la personne qui est en face de nous est pleine à l'intérieur de son fort intérieur, comme on dit en français, il est positif. Et il parle ici de halal halev, c'est pour ça qu'il y a deux, comment on appelle ça, halal, deux ouvertures, oui, Madame Sigal va nous traduire. Non, vous avez pas... Espace. Des ventricules. Amplitude, bon, ok. Dans le cœur, oui, on a deux parties dans le cœur. Alors, il y a celui de gauche, celui de droite, mais lui, il nous parle c'est imagé. Il y a un bon côté dans le cœur, il y a un mauvais côté dans le cœur. Le bon côté, il est plein, le mauvais côté, il est vide. Et donc, Chalal Hasheni, en bo avonot klal, ki marchavot raot enam chashuvim tlum, car les mauvaises intentions ne sont pas prises en considération. Imken, si c'est ainsi, le fils kol ish Israël rubo mitzvot. Conclusion, tout homme d'Israël, que tout à l'heure, il y a un instant, il les appelait Poshé Israël, oui. Alors, tous ces hommes-là, ils sont bon intentionnés, kol ish Israël, rubo mitzvot tamid. Il est toujours bien intentionné, va filouchou mais Poshé Israël. Et bien qu'apparemment, il ne se comporte pas véritablement en fonction de véritablement la manière dont il aurait peut-être aimé se comporter. Ki mitzad ha'machshavot malé mitzvot kerimon. Et en lecha ish be'Israël, et il n'y a personne en Israël, on peut dire dans l'État d'Israël si vous voulez, she'eno malé machshavot tovot, qui n'est pas plein de bonnes intentions. Et qui t'avait la sotov, il veut faire le bien. Même s'il arrive des fois qu'il commence à faire tchouva, et même s'il n'arrive pas finalement à comprendre, nimtza, yesh lo rov zkuyot. Finalement, tout le monde a la majorité et du bon côté. Amachshavot tovot etzel Israël nirshavim mitzvah. Et cette approche-là, elle est un peu, comment dire, naïve, si je peux me permettre. C'est-à-dire, tout de suite, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les vrais rechaïm. Mais quelqu'un que nous rencontrons dans la rue, quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, quelqu'un qu'on rencontre, bien qu'il appartient dans notre quartier, et on le voit, je ne sais pas, ou les Shabbats ou d'autres choses, manger du Hametz à Pessah ou je ne sais pas quoi. Et nous dit là le Rav Yosef Chaim, tu ne sais pas ce qu'il a dans sa tête. Et c'est-à-dire, finalement, ne considère pas, ne fait pas, comment on appelle ça, une étiquette, ne lui met pas une étiquette de Poshé à Israël, parce qu'il n'est pas véritablement comme cela. Et étiqueter les gens ou les classer selon leur comportement extérieur, comme on l'a vu précédemment, d'abord c'est faussé, parce que c'est pas véritablement le critère qu'il faut prendre en considération, son comportement extérieur, mais plus son comportement intérieur que tu ne connais pas. Mais en plus, tu dois prendre en considération que tout un chacun a plus de bonne volonté que de mauvaise. Et les bonnes volontés, c'est ça qui compte. Stationner sur notre station de Nechel. Moi, j'ai dit, tu prends un risque, hein, parce que c'est pas le numéro. Non, Madame Sigal, votre... d'accord, ouvert. Le CEDER. En tous les cas, oui, et c'est ça que... Donc, ça, c'est son approche d'une manière générale. Évidemment, il faut se remettre dans le contexte.
Ça, c'est la dracha qu'il fait au Bet Knesset, oui, devant tout le monde qui est là en 1892, d'après la date de la dracha. Et en 1892, on peut dire qu'à Bagdad, il n'y avait pas véritablement, comment dire, de groupes institués qui vont à l'encontre de la Torah. Non, ni de groupe, mais presque pas d'individus. Il arrive que pas tout le monde, effectivement, comme toujours, il y en a qui sont plus pointilleux, il y en a qui sont moins pointilleux, mais tout le monde s'identifie d'une manière générale au peuple juif et avec ce que le peuple juif représente, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot, etc., même si tout le monde n'est pas véritablement pratiquant dans le journalier. Mais personne ne va en l'encontre, personne ne fait l'inverse, personne ne se révolte véritablement, comme on a dans la parachat Korach. Et non, Monsieur Trink, votre micro est aussi ouvert. Livriout. En tous les cas, donc lorsqu'il parle à Poshé Israël, ce n'est pas qu'il a en face de lui un groupe ou une communauté opposante. Non, il parle des individus qui font des fois, et ça arrive, et d'ailleurs, ça arrivera de plus en plus à Bagdad ou en Irak, où il y aura de plus en plus, on est encore 92, vers l'an 1900, et oui, il y aura des gens qui ouvertement vont se déclarer qu'il ne faut pas faire la Torah, les mitzvot, ils s'identifient plus avec d'autres idéologies qui soient des idéologies modernes qui viennent d'Europe ou d'autres choses. Ils n'acceptent pas donc la domination des Chachamim, etc. Et d'ailleurs, on a des textes, effectivement, que le Rav Yosef Chaim réagit contre ceux qui se sont moqués de lui ou contre ceux qui ont fait des appels. N'allez pas à la dracha, parce que c'est une perte de temps, lisez plutôt le journal, intéressez-vous à l'actualité plutôt que d'aller écouter des balivernes, entre guillemets, sur la parachat Shavua. Et ça le sort de ses gonds, le Rav Yosef Chaim, ceux qui effectivement se posent en contrepartie. Mais d'une manière générale, Poshé Israël, qu'on a l'impression qu'ils ne font pas des mitzvot, ils en ont beaucoup. Oui, ben, ils sont peut-être aussi là dans le Bet Knesset et il faut donc les considérer comme faisant partie, et pas pour essayer de les raccapérer, mais parce qu'effectivement, il faut les considérer comme ils sont bien intentionnés, ils ont une bonne démarche, même s'ils ne font pas les mitzvot dans leur pratique. On a déjà vu que l'essentiel, quand on juge quelqu'un, c'est pas sa pratique, mais sa pensée. Et donc, il y a des limites au jugement négatif qu'on peut se faire d'une personne. Cependant, et là j'arrive au numéro 3, effectivement, il y a des vrais rechaïm. Il y en a. Et voilà ce qu'il nous dit. Et ça, c'est un autre livre qui s'appelle Birkat Avot. C'est un commentaire sur Pirkei Avot. Et nous dit le Rav Yosef Chaim, Hamura mina amur, conclusion de tout ce que nous avons dit, qui a chet chez l'Adam nidon kefi marchavat alev chez l'auto Adam, les péchés sont considérés ou sont évalués selon la pensée qu'il y a dans le cœur de celui qui a fauté. Chez Imaïta marchevet auto Adam auto avon, la sot bemered ou bemal, si effectivement cette personne qui a fauté, il s'agit ici d'une faute de la Torah, que ce soit en des mitzvot ben Adam la makom par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport aux hommes, peu importe, s'il le fait bemered ou bema'al, bemered ou bema'al, c'est-à-dire consciemment, volontairement, avec une idéologie même qui va à l'encontre de la Torah, becheshek libo, avec sa
sous son cœur, on peut dire, au beretzon nafsho et toute sa volonté, la volonté de son âme, alors effectivement, ou avon gamour, ça c'est une avéra terrible, parce que non seulement il l'a fait, mais c'est ce qu'il voulait faire. C'est pas quelque chose comme ça qu'il prend à la légère. C'est quelque chose qu'il fait sérieusement parce qu'il y croit, parce qu'il annonce à prime abord que c'est comme ça qu'il faut se comporter d'après son optique et sa volonté. À ce moment-là, il ne faut pas alléger sa peine et il ne faut pas non plus être levater, lui faire du rabais. Et non, ça c'est grave. Si on voit quelqu'un de ce genre-là, alors effectivement c'est un rachat et il faut se comporter par rapport à lui en opposition. Il ne faut pas lui faire de rabais, il ne faut pas faire de compensation ou d'essayer comment dire, la gueule pinote, d'arrondir les angles. Il faut prendre les choses au sérieux telles qu'il se présente. Et donc, le Rav Yosef Chaim, et d'ailleurs, il a eu l'occasion, pas beaucoup, de faire face à des gens qui effectivement, volontairement, ouvertement, n'acceptaient pas son autorité de la halakha. Et donc, c'est pas une faiblesse qu'on a par rapport à ceux qui ne se comportent pas comme il faut. Non, il n'y a pas de faiblesse. Il y a une volonté véritable de protéger la Torah, de préserver la communauté d'influence néfaste. Et donc, il faut faire face et il faut combattre. Mais d'une manière générale, pas tout le monde est comme ça, il faut qu'il se présente de cette manière-là. Mais celui qui est fauté, il est fautif, et il fait des avérotes, pas véritablement d'une manière de mérite, par révolte ou par volonté de casser tout. On peut dire qu'il était obligé, poussé par son penchant. Il sait que ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter, mais il n'a pas de force, suffisamment de personnalité pour surmonter ses instincts, ses mauvais instincts. Il n'est ish kazé, il regrette ce qu'il a fait, alors effectivement, on peut l'accepter, il n'y a pas de problème. Et même, il nous dit, et même s'il n'a pas véritablement fait tchouva jusqu'au bout, quelqu'un qui ne fait pas de déclaration anti, qui ne se pose pas en opposant véritablement, il faut être plus léger envers lui, levilti izacher avono tamid, et pas lui rappeler chaque fois les erreurs qu'il a commises et les fautes qu'il a fait, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même efface ces choses-là, mais que les bonnes actions, oui, il faut les conserver. Les bonnes actions, on les conserve, comme on a vu tout à l'heure. Les mauvaises actions, on essaye de les effacer. Autrement dit, et cela tout dépend, et ça c'est la conclusion finalement de ce que nous avons vu au début, tout dépend des déclarations que fait le fautif, comment il se présente. Est-ce qu'il est quelqu'un qui a des faiblesses ou c'est quelqu'un qui effectivement n'accepte pas ouvertement les lois de la Torah, il le déclare dans ses paroles, dans ses actes, dans sa manière de faire, il se pose en quelqu'un qui ouvertement n'accepte pas. Et là, donc, il y a une distinction à faire qui, encore une fois, il n'y avait pas de groupe. Je crois que c'est important. C'est important parce que souvent, on a tendance à juger les gens selon leur appartenance sociale. Tu viens d'un kibbutz chiloni, alors tu es chiloni. Ça, c'est quelque chose que le Rav Yosef Chaim ne connaissait pas. N'imaginez même pas.
Il y a pas tu ne peux pas dire tu es inscrit au Parti communiste et donc je me relate à toi en fonction de cela. Non, tout dépend qu'est-ce que tu penses, quelle est ta volonté, quelles sont tes aspirations. Le fait que tu appartiens à un groupe, ça ne me dit rien. Il n'y a pas d'appartenance à un groupe, un tel ou un groupe, celui-ci ou celui-là. Et même si tu appartiens, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans ta personnalité propre? Qu'est-ce que ça veut dire si tu habites à Bnei Brak ou si tu habites à Tel Aviv? Est-ce que ça veut dire quelque chose déjà sur la personnalité? Si on reprend le principe de base, eh ben, ça ne veut rien dire du tout. Tout dépend d'où tu viens, ou plutôt d'où tu vas, où tu veux aller, quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu veux, dans quelle direction tu penses mener ta barque, si tu es bien intentionné ou si tu es mal intentionné. Que tu t'habilles de cette manière-là, ça ne veut rien dire. Si tu t'habilles de cette manière autre, ça ne veut rien dire, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta tête. Et évidemment, c'est compliqué parce que on ne peut pas toujours demander aux gens et pas tout le monde le sait. Ça dépend effectivement un jour comme ci, un jour comme cela. Mais d'une manière générale, la démarche n'est pas par rapport aux appartenances de la société, mais plutôt à la personne en soi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire le bien ou il veut faire le mal? Il est bien intentionné, il est mal intentionné. Et même s'il est mal intentionné, c'est peut-être passager et c'est peut-être momentané. L'essentiel, finalement, il veut, et en tous les cas, c'est la position qu'on a de base. Oui, mais les mitzvot que Rimon, la majorité des gens, effectivement, sont pleins de mitzvot de Rimon. Ça ne veut pas dire qu'il faut les calquer et accomplir et copier notre comportement sur eux, mais nous avons suffisamment d'assurance sur nous pour ne pas juger l'autre d'une manière péjorative trop rapidement, à moins qu'effectivement il se présente comme quelqu'un qui va comme opposant, alors on va le combattre. Et dans le combat également, il y a différentes manières de faire le combat. Et souvent, au lieu de combattre ouvertement, il vaut mieux contourner la chose, c'est-à-dire ajouter le bien, c'est toujours plus efficace que de combattre le mal. Essayer d'amoindrir la force opposante, des fois ça prend beaucoup d'énergie et pas toujours ça réussit. Alors que renforcer les forces positives, c'est toujours gagné, c'est toujours quelque chose et c'est souvent aussi plus efficace. En tous les cas, et on va voir dans le peu de temps qui nous reste, voilà un problème qui est pratique. Jusqu'ici, nous avons des principes. Maintenant, regardez ce que nous a demandé, c'est Sheilot ou Tshuvot. Oui, c'est un responsable que le Rav Yosef Chaim, il a écrit plusieurs livres de Halacha. Entre autres, c'est ce qu'on appelle Rav Pe'alim, comme ça s'appelle, c'est 5 grands volumes. Ça, c'est le Chelek Bet. Orach Chaim, Siman Yud Aleph. Et à ce propos-là, il nous dit la chose suivante, je vais le traduire directement. J'ai vu que le Gaon, le grand Rav Eshel Avraham, Eshel Avraham, c'est un Rav du XVIIIe siècle en Europe. Il était en Pologne, ensuite il est devenu Rav à Berlin, où il a vu déjà des gens un peu assimilés dans son entourage. Et en tout cas, c'est un posek important qu'on trouve dans les pages postérieures dans le Shulchan Aruch. C'est des remarques qu'il a dit. Eshel Avraham, ça fait partie d'un grand livre qui s'appelle Pri Megadim. Peu importe, en tous les cas, vous avez là la référence. Et lui, il nous dit la chose suivante. Tous ceux qui sont psulim les doutes, les gens qui ne sont pas acceptables comme pour un témoignage devant le Bedin rabbinique. Et pourquoi ils ne sont pas acceptables? Parce qu'ils ont fait une avera. Mechamat avera. Par exemple, ils ne respectent pas le Shabbat. Alors,
leur témoignage n'est pas accepté. Nous dit le Eshel Avraham, En la alotam le Sefer Torah, il ne faut pas les faire monter à la Torah. On ne peut pas, s'il vient au Beth Knesset, on ne dit pas, il y a Amod, monsieur Intel, parce qu'il n'est pas acceptable, s'il ne peut pas, il peut pas témoigner devant le tribunal rabbinique, eh bien, il ne peut pas se présenter devant la Torah. Et même chose, le Gaon Khatam Sofer, qui est plus connu peut-être, en tout cas le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Prechbourg, le promoteur de l'orthodoxie européenne, et lui aussi était un grand possèque également, et lui, il va même un peu plus loin. Il dit par exemple, celui qui mange Ochel Chadash, je ne sais pas si vous connaissez cette interdiction, mais on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte avant le deuxième jour de Pessah, autrement dit, au moment où on amène le Homer, qui devait être la première récolte apportée au Beth Amikdash, et il y a marqué dans le Shulchan Aruch, on ne peut pas consommer du pain, de la farine, des gâteaux, etc., de la nouvelle récolte avant cette date-là. Et si on arrive à la paracha, où un passage qui parle justement de cette interdiction. Lechem kali vecharmel lo tochlu ad etzem hayom hazeh, c'est dans Parashat Emor, dans le livre de Vaïkra. Alors quand on parle de cette mitzvah-là, on ne peut pas faire monter à ce moment-là justement quelqu'un qui ne respecterait pas ce qui est marqué. On le fait monter à la Torah, il lit le verset et lui, il n'accomplit pas ce qui est marqué. Alors le Khatam Sofer, il va plus loin, il dit attention au Gabay. Qui c'est que tu fais monter à la Torah? Si on parle de Shabbat, eh ben, n'amène pas quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat. Si on parle des tefilines, eh ben, amène quelqu'un qui met les tefilines. Autrement dit, tu dois essayer de voir de qui il s'agit avant de le faire monter à la Torah. Et l'Ikrot Torah, la même chose. Il dit quelqu'un qui n'a pas fait Prousboul avant Rosh Hashanah, autrement dit, il réclame la dette de quelqu'un après l'année de la Shemitah, eh ben, tu ne peux pas le faire monter à la Torah quand on lit le verset et qu'on sait qui est parallèle à cette interdiction. Tout cela, on dit donc le Eshel Avraham et le Gaon Khatam Sofer. Va'ani Omer, ça c'est maintenant le Rav Yosef Chaim qui parle de... Il dit, ouais, bon, très bien, mais ce qu'ils ont dit, les Eshel Avraham, Khatam Sofer, n'ont pas été mentionnés dans les livres des Rishonim, dans les anciens, à l'époque de Rashi, Ramban, etc. On n'a pas vu cette indication-là. Et dit bien qu'effectivement, il faut faire attention, il faut prendre en considération ce qu'ils ont dit quand on peut le faire. Mikol Makom, cependant, ça peut amener à problème. Echad en nafik miné, quand ça amène finalement, Eiva, Sina ou Machloket. Si tu fais comme ça, qu'est-ce que tu fais dans la communauté? Tu amènes de la dispute, tu amènes des différences, même la haine, et donc c'est pas possible. Non. Ou Bifrat, Bezmanazé, et spécialement de notre époque, de Shriché, Macholot, Aele, Ba'ashirim, Venechbadim, où effectivement, même les gens importants de la communauté, on sait très bien qu'ils ont quelques erreurs. Alors, si tu prends le président de la communauté et tu ne le fais pas monter à la Torah parce qu'on est arrivé à un passage qui parle des tzitzit, il n'a pas de tzitzit, eh bien, comme on dit, c'est la football. Ça peut pas aller. Alors, le Rav Yosef Chaim nous dit, Tov le ha'alim ayin. Il est bon de fermer les yeux de temps en temps. Et là, on voit le chacham. C'est pas seulement un possèque, c'est quelqu'un qui il aime pas ceux qui font des avérotes. C'est pas que il est souple. C'est pas quelqu'un qui est light, comme on dit. Non, il est pointilleux et on l'a déjà vu à quel point il a monté le niveau de la halakha. Quand il parle de halakha, il est très pointilleux, il est même mahmir. Il est mahmir sur sa demande, mais il est très souple
sur le comportement et par rapport à ceux qui se comportent différemment. Et là, il y a une intelligence et une compréhension de la situation qu'on appelle une certaine ouverture, mais je pense pas que ce soit le mot véritable. C'est prendre en considération l'ensemble de la situation avant et les textes finalement, parce qu'il y a le Khatam Sofer et il y a le Eshel Avram, mais comme ce n'était pas ce qu'il nous dit, c'est pas vraiment marqué dans les livres antérieurs, alors non, il vaut mieux se comporter différemment. Maintenant, regardez ce qu'il dit par la suite. Aval b'mechalel Shabbat befaresia. Celui qui est ouvertement, il profane le Shabbat. Il met sa voiture avec sa cigarette devant le Beth Knesset. Il déclare cette mitzvah-là, je ne la fais pas. Ou bien il déclare que son idéologie, il n'accepte pas ce que les Chachamim nous ont enseigné. Elle a quel baiser contre quelqu'un comme cela, eh bien, on ne fait pas de rabais. Il faut faire un effort de ne pas le faire compter parmi les 10 du Minyan et pas l'amener au Sefer Torah, etc., etc. Maintenant, il ajoute, parce que Chovat Hayom, c'est-à-dire on fait monter 7 personnes au Sefer Torah tous les Shabbats, mais il peut être le 8e. Celui dont on vient de parler, Mechalel Shabbat Befaresia, il y a Léoto Achar Chovat Hayom Bedilug. On a fini, on a compté 7, eh bien, on peut le compter, on peut l'amener. Et après, surtout quand dans les communautés séfarades, on a l'habitude d'être mossif, c'est-à-dire on ajoute, on appelle le Coran, surtout quand il y a une des smakot. Alors, on appelle le beau-père, la belle-mère, le cousin, etc. On fait monter beaucoup plus de personnes à la Torah et on répète plusieurs fois le même passage. Là, il n'y a pas de problème. Tu l'appelles également celui qui va ouvertement contre la Torah. Et il ajoute, mais même si l'assemblée, qui ne sont pas des imbéciles, remarque très bien à quel aliyah on l'amène, et quand Eva Vesina ou Machloket, ça risque de causer beaucoup de bruit dans la communauté et de faire de la haine, etc. Si on ne l'amène pas Bechovat Hayam, Beshabbat Veyom Tov, alors alors bon, si on évalue la situation, que ce n'est pas possible effectivement de l'appeler comme ça parce que les gens le remarquent, alors fais intelligemment, ne l'amène pas à Chovat Hayom, mais l'autre Chovat Hayom, et là il y allait à Charav Acher, il ne vient pas, tu ne l'amènes pas en dernier, mais tu l'appelles, et le Shaliach Tzibour fait la chose suivante. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit le passage, et celui qui dit dans la Torah, reprend le passage ensuite, et il recommence un peu avant, et il le fait, comment dire, il essaie de montrer que finalement, on a fait monter la personne, lui donner le kavod qui lui revient, mais on n'a pas été, finalement, on n'a pas compté véritablement dans ce qui compte pour l'aliyah de la Torah. Et ça, il vaut mieux. Et finalement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de Sin'a, de Eva et de Machloket. Là, on n'a pas le temps, mais là en bas, je ramène quelque chose qui ressemble beaucoup, une autre tchouva à propos de Kaddish, pour des gens qui arrivent au Beth Knesset et qui veulent dire Kaddish, et il donne le conseil suivant. Toute l'année, le Chazan va dire Kaddish à haute voix, pour qu'il n'y ait pas de situation qu'arrive quelqu'un en Beth Knesset et dit Kaddish et les autres ne répondent pas parce qu'un tel n'est pas respectueux des règles de la Torah. Donc, il peut dire son Kaddish, il n'y a pas de problème. De toute façon, le Chazan dit Kaddish à haute voix pour tout le monde et de cette manière-là, on inclut finalement tout le monde, même les Soulim, la Halot, le Sefer Torah, il y a Alou, et finalement on fait monter tout le monde au Beth Knesset. Il n'y a pas de situation
comme l'avait proposé le Khatam Sofer ou le Rav Eshel Avraham. Celui-là, il ne monte pas maintenant, celui-là, oui, celui-là, non. Non, ça n'existe pas. Et on ne peut pas faire des choses de cette manière-là. Et c'est inconcevable. Dans le dernier passage, finalement, il dit, je ne sais pas comment interpréter cela, mais il dit la chose suivante. Il dit finalement, les Rechaïm, ils doivent prier avec les tzadikim. C'est l'intérêt du tzadik qu'il y a dans le Bet Knesset des Rechaïm. Et il dit ça d'une manière un peu ironique, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il prend ça très au sérieux. Il dit la chose suivante. Faisons un peu de comptabilité. Disons que le tzaddik, c'est 1 et le rachat, c'est 0. Alors, quand le tzaddik, il est tout seul, eh ben, il est 1. Mais s'il y a à côté de lui un rachat, ben, c'est déjà 10. Et s'il y a 2 rachaïm, ben, c'est déjà 100. Donc, le rachat, il est intéressé qu'il y a, le tzaddik est intéressé qu'il y ait avec lui d'autres rechaïm. Parce que par rapport aux rechaïm, les rechaïm font monter cette fila comme le 0 ajoute à l'unité et multiplie sa capacité. Et la même chose pour les tzaddik. Et entre les lignes, il ajoute En tzaddik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Il n'y a pas de tzaddikim, c'est d'après son interprétation. Et d'après l'étude, on traduit cette phrase-là de Kohelet, qu'il n'y a pas de tzaddik ultimatif. Personne n'est entièrement tzaddik. Et personne ne fait que le bien et jamais le mal. Ça n'existe pas. Lui, il interprète ça. Un instant. Et lui, il interprète ça un peu différemment. Il dit, le tzaddik, lorsqu'il fait une mitzvah, eh bien, il ne la fait jamais entièrement, totalement. Il y a toujours quelque chose qui manque dans sa mitzvah. Il y a toujours quelque chose de chisaron, parce que finalement, ça dépend de la kavana et de la marshava. Qui peut dire que son motivation est entièrement positive, est entièrement pure, est entièrement consacrée à la mitzvah? Ça n'existe pas. En tzadik ba'aret asher ya'aseh tov, il n'y a pas de tzadikim dans le monde qui peut faire, quand ils font le bien, ils ne ratent pas quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui manque. Donc, alors, il est bon qu'il y ait à côté de nous quelqu'un qui est rachat. Ça nous rappelle, nous, que nous également, nous ne sommes pas véritablement des grands tzadikim finalement. Et donc, il dit, sa conclusion, Im tzadik yeshimo racha, tit'alet filato vetzitkato. Si dans la communauté du tzaddik, il y a également quelqu'un qui ne l'est pas, alors la tfila du tzaddik s'élève et est plus considérée. V'im yashne rechaim, et s'il y a 2 rechaim, tit'ale yoter betachlit ha'elui, ça montre encore au-delà de 10, ça multiplie à 100. Et finalement, il y a dans cette question-là de tzaddik et rachat, souvent il y a des bis, il y a des problèmes et il y a un dilemme. Et je crois que l'approche du Rav Yosef Chaim qui nous indique 2 choses importantes. Premièrement, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur des personnes et pas à leur extériorité. Et donc, le jugement est toujours limité et toujours finalement faussé. Deuxièmement, il faut prendre en considération le système social dans lequel on se trouve et il faut tout faire pour que finalement on ne se considère pas autant et tzadikim par rapport à d'autres, on ne peut pas véritablement savoir et donc il faut quand même protéger la communauté et ses valeurs, mais intelligemment et avec beaucoup de tact et avec beaucoup de compréhension dans quelle situation nous trouvons. Et encore une fois, la situation de la communauté de Bagdad au 19e siècle ne ressemble pas beaucoup, un peu quand même, aux communautés qu'on peut avoir ici en Israël au 21e siècle, mais finalement, les principes de base sont les mêmes. Il faut faire attention de ne pas juger les gens
d'après leur apparence et essayer de les juger le kav zechut, et même si on n'y arrive pas, les incorporer dans la communauté autant que possible. J'ai une petite question, Michael. Oui. Juger favorablement, c'est vrai que c'est important, mais il y a quand même des limites. Quelqu'un qui critique Israël tout le temps, c'est difficile d'avoir un comportement favorable à son égard. Il habite Israël, mais il critique tout le temps. On critiquait toujours les religieux. Enfin bon, c'est pas facile le comportement qu'on doit avoir face à ça. Non, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais non, qu'est-ce que je peux dire? Critiquer Israël tout le temps, il faut quand même réagir, non? Oui, il faut réagir, mais il faut réagir intelligemment. Et pas, je dis intelligemment, c'est-à-dire avec essayer de voir quelles sont les conséquences de notre réaction. Parce que souvent, on réagit pour nous libérer de notre énervement, mais pas forcément ça va l'attraper l'autre. Alors que si je le prends comme ça, eh bien, on va boire quelque chose, etc. Je te montre les beautés d'Israël. Des relations humaines plus chaudes résout le problème d'une manière plus facile. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Des fois, il faut réagir. Il ne faut pas se laisser fermer la bouche lorsqu'on veut dire quelque chose. Mais il faut affirmer notre personnalité quand même. Mais il faut faire intelligemment. Il y a trop d'exemples. La chose est faite à contre-coup. Finalement, on tape le Khazara et finalement, à quoi ça sert? Oui, mais entre Datim et Chilonim, c'est quand même... Oui, Madame Segal et ensuite M. Trink. Ça me rappelle la discussion sur ce fameux Yeshua. Parce qu'il y a des Chachamim qui ont dit, si on avait répondu à ce Mored d'une autre façon, on n'aurait pas eu tous les malheurs de la terre après, à cause de ce renvoi de la Beth Knesset de Yeshua. Parce que c'est vraiment une discussion que les Chachamim ont. Si on aurait été plus patient, et c'est vrai que c'était difficile d'être patient, mais la situation étant très difficile, des fois on crée plus de malheur en étant charedi, j'allais pas dire charedi, mais kitsoni. Et comme vous dites qu'il n'y a que l'intention qui compte. En français, on dit qu'il n'y a que l'intention qui compte. Il ne faut pas exagérer des fois, comme vous avez dit aussi, que l'apparence, des fois, c'est embêtant. Mais c'était la discussion des Chachamim sur Yeshua, c'est vrai. Oui, et souvent on est intelligent après coup. Après mais après coup, c'est plus difficile. On ne sait pas toujours quelles sont les conséquences de la chose. On ne peut pas laisser les choses aller de soi. C'est parce que s'ils vont de soi, alors où ça va nous mettre? Mais non, je n'ai pas de formule qui marche tout le temps, mais il y a quand même une approche qui me semble intelligente dans cette réaction du Rav Yosef Chaim, qui dit attention, regarde quelle est la situation de ta communauté. Si tout le monde c'est des tzadikim qui sont tous pointilleux, tu peux te permettre des fois d'être aussi toi aussi un peu plus mahmir. Mais si c'est pas le cas, alors le chacham doit être chacham. Oui, mais c'est très... Donc, en fait, le Derech Chaim passe avant. Le Derech Chaim passe avant, alors. Le Derech Chaim, oui, évidemment, c'est des limites. C'est pas des halachot qui sont fixes, qui demandent une certaine common sense, un savoir, un tact, et une manière de se présenter, de parler, de créer une ambiance sociale ambiante qui permet les choses. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est... Oui, M. Trink. Il me semble... pardon. Je vous remercie d'avoir apporté et traité ce sujet difficile sur le traitement des Rechaïm et d'avoir souligné l'importance du maintien, d'éviter les marloquettes et de maintien de la communauté
entière. Je pense que vous l'avez ajouté à l'actualité très forte de la paracha Korach, parce que c'est une paracha politique dont le sens aujourd'hui est très fort. C'est soit on considère qu'il n'y a que tous les hommes sont égaux et c'est un homme, une voix, et c'est donc seulement les voix qui comptent, ou bien on considère qu'il y a des valeurs à côté, des principes généraux du droit qui s'imposent, de même qu'il y avait la distinction faite avec Aaron et Moïse. Donc, à la fois l'aspect politique électoral et le maintien de la communauté, je trouve une résonance très forte aujourd'hui. Si je peux me permettre. Je vous remercie d'avoir monté ces sujets. Dans la paracha, je ne sais pas à quel point Moshe fait de la politique dans ce sens qu'il essaie de défendre ça. Non, je parlais de Korach. De Korach, oui, ça d'accord. Voilà, on est tous des saints, on est tous égaux. Oui, oui, là il y a un problème. Il n'y a pas il y a un peu de populisme dans la démarche de Korach, il est populiste, oui. Okay. Ça résonne toujours aujourd'hui? Oui, oui. Oui, Daniel. L'esprit de la Torah, tel que je le comprends, d'une manière générale, c'est pas de cataloguer, de classer les gens, mais la Torah s'en tient aux actes d'une manière générale. Et même les avot, etc., on dit un tel a fait ou a pas fait, mais on ne dit pas celui-là, c'est un bon, un mauvais, un rachat, etc. Oui. Oui. On le dit là, des rachats. La catalogisation, je ne sais pas si c'est un terme qu'on dit comme ça en français, mais en tout cas, cette démarche d'appartenance, de juger la personne selon son appartenance, elle est dangereuse, elle n'est pas bonne, oui, mais je dis, on peut juger les actes cas par cas de telle personne a fait. Oui, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas pour autant le faire entrer dans une catégorie de bon, de méchant et tout ça. Oui, mais ici en Israël, on a là-dessus un problème grave parce qu'on appartient toujours et on est catalogué trop rapidement parce que tu appartiens à tel parti ou à un autre, à telle communauté ou à une autre, tu lis tel journal ou un autre, et tout de suite, à partir de cela, tu es tout de suite jugé. Et là, le Rav Yosef Chaim nous dit attention, fais attention à quelle est la motivation. S'ils sont les bien intentionnés, tu dois le considérer comme un tzaddik et pas comme un rachat, même s'il ne se comporte pas exactement selon les normes de ton groupe à toi. Sache qu'il y a, évidemment, encore une fois, la situation dans laquelle se placer, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, c'est comme ça, parce que l'ensemble du peuple juif a quand même passé depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui des stations qui l'ont empêché d'apprendre et d'être éduqué dans la loi de la Torah. Et pas tout celui qui ne fait pas les mitzvot, il est forcément rachat. Non, certainement pas. Surtout s'il est bon intentionné, il veut faire le bien. Et la majorité des Juifs veulent faire le bien. Ils comprennent le bien un peu différemment que moi. OK, mais c'est des choses qu'il faut s'habituer à se relater aux gens plus dans leur motivation. Essaie de voir qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu veux. Tu veux plus de justice? Ben, bravo. Oui, à propos des discussions aujourd'hui à la Knesset, bien que les politiciens, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre du Rav Yosef Chaim. Oui, on est arrivé à une situation politique catastrophale à l'instant. Oui, Madame Moreau. Bonjour, bonsoir. Est-ce que on peut comprendre que, d'après ce que vous avez dit, donc le bon et le moins bon se côtoient, ils forment communauté, ils se tissent quelque chose qui les dépasse et qui fait que c'est dans ce lien commun de ce qui sort de l'ensemble de tout ça que
que finalement, on vit, c'est-à-dire on ne vit pas avec notre limite physique, loin de là, on ne peut pas juger, ça vous l'avez dit. Daniel, je pense que ça veut dire ça. Celui qui juge, c'est Dieu, Dan ou elle, non? Et du coup, c'est pas facile parce que oui, on a tendance à dire, oh, il est ci, il est ça, il a fait ci, il a fait ça. OK. Mais ce qu'il faut arriver à peut-être essayer de comprendre, c'est qu'il y a un lien qui se tisse au-delà des individus. Et c'est dur à comprendre parce que c'est un lien invisible. C'est un lien, comme vous avez dit, le juste qui, au milieu de la communauté, va prier. Peut-être que la présence du moins juste va rehausser sa prière. Je ne sais pas. Enfin, oui, mais l'indication est très nette, c'est-à-dire que ce ne soit pas exclusif. Il faut pas. C'est ce qu'il veut dire finalement. Il dit ne crée pas une communauté où tout le monde se prend pour des tzadikim. D'abord parce que ça n'existe pas, et deuxièmement parce que c'est mauvais, c'est pas bon. C'est le loulav. On donne l'exemple du loulav. Oui. D'ailleurs, et moi je dirais plus la menorah, puisqu'il y a 7 sortes de la menorah, il y a fait très bien, j'ajoute Tzibour, c'est tzadik, bet, reish, tzadikim, benonim, rechaim. Ça, c'est Tzibour. Un Tzibour, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes. N'essaye pas de classer tout le monde et d'essayer de trouver qui c'est qui est plus, qui c'est qui est moins. Non, il faut prendre l'ensemble et ensemble nous prions à Kadosh Baruch Hu et ensemble on essaie d'avancer et sans être exclusif et sans être repoussé. Parce que dans tout ça, est-ce qu'on peut voir le problème du visible et de l'invisible, c'est-à-dire parmi nous et même parfois à l'égard de nous-mêmes, il y a des choses qui sont moins claires et d'autres qui le sont plus. Et du coup, la leçon, c'est ça, c'est de ne pas juger. Oui, même quand on va juger soi-même, qu'on ne vérifie pas seulement nos actes, mais également nos intentions. C'est finalement ce que le Rav Yosef Chaim nous demande, qu'on s'évalue selon notre motivation et pas seulement les bonnes actions que nous faisons. Toda Rabba. C'est ça qui me semble que Toda Rabba. Leitrod, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. תודה.